un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonjour aux esprits libres. Comment allez-vous, Madame Flavie? Ça va très bien, monsieur David. En ce mardi, 16 Je vais septembre. commencer par rappeler l'intérêt de cette émission. Nous sommes des scrutateurs extrêmement rigoureux de la presse internationale. Nous faisons une petite sélection des éléments les plus importants de l'actualité et nous vous les offrons. Cette semaine, on commence dans le dur. On a vu des images de toute la planète, en Corée, au Japon, en Angleterre, en Allemagne. Ça a été moins bien reçu en Allemagne vu qu'il y a eu des attaques sur les traces laissées en hommage à Monsieur Kirk. Nous allons effectivement parler de l'assassinat de Monsieur Kirk qui polarise la planète entière. Et nous allons parler un peu plus sérieusement des conséquences. Déjà, une semaine après, est-ce que tu as un petit peu évolué sur la question ? Moi, est-ce que j'ai évolué ? Non, la planète... Alors, en effet, la dernière émission que nous avons faite, on a appris la mort de Charlie Kirk en direct, quasiment, donc on a commenté à chaud. Là, on commence avec un petit peu avec une semaine de recul, ce qui est quand même plus intéressant. Déjà parce que moi, je connaissais même pas le personnage. Donc, j'ai commencé à l'écouter après sa mort et découvert qui il était après sa mort. Toi, tu le connaissais davantage. Peut-être déjà, tu peux dire, peut-être expliquer comment tu le suivais, pourquoi tu le suivais, depuis quand ? Non, mais ça, c'est un petit peu le hasard des vices quand on écoute un peu trop de YouTube. On entend, c'est les fameuses vidéos de 10 minutes ou de format plus court, où on entend une joute oratoire entre quelqu'un de gauche et quelqu'un de droite. Et quelqu'un m'a dit aujourd'hui, je le salue, tu sais, la personne qui remplacera Kirk, lui, ce sera un vrai nazi. Effectivement, si ça, c'était un homme radical, certes, il avait des convictions qui ne sont pas très à la mode aujourd'hui, mais moi, je suis plutôt le libertaire. Néanmoins, c'était quelqu'un de très courtois, très respectueux, mais qui défendait une vision très religieuse et très réactionnaire de l'existence. Oui. Et c'était quelqu'un dans le dialogue. Alors oui, moi j'ai vu des courts extraits de ses interventions. Alors oui, dans le dialogue, certes, même si les moments étaient courts, je crois que les étudiants qui venaient parler avec lui, ils avaient je ne sais pas combien de minutes, mais c'était assez court. Ouais, voilà. Donc j'ai vu des sessions où après il y a des hommes qui entourent la personne et qui coupent le son. Donc c'est pas des dialogues très poussés, c'est des punchlines. C'est toujours assez comme ça, assez punchy, assez fort, mais on va pas. C'est pas d'un niveau. Voilà. Ah non, mais c'est pas un séminaire de 3e cycle, c'est tout à fait juste. C'est néanmoins sur des campus universitaires, donc on est quand même censé être entre personnes, dans ce cas-ci, de bonne tenue. Moi, en tout cas, l'idée même d'aller débattre avec des universitaires, des étudiants, courtoisement, avec de temps en temps, we agree to disagree, nous sommes d'accord de ne pas être d'accord, je vois pas le mal, en fait. Non, mais non, quand même. Après, on peut critiquer à la marge et puis se dire que oui, bon, c'est intéressant. C'est jamais assez bien, de toute façon. Non, c'est pas que c'est assez bien, c'est que nous, en tant que Français, c'est pas trop notre univers, là, comme ça, ce qui se passe aux États-Unis, les chrétiens évangélistes, cette façon de revendiquer Dieu à tous les bouts de phrase, c'est vrai que pour nous, ça devient... C'est très américain, mais très américain, New Age. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose d'assez particulier. On aurait tendance à dire que ça pouvait quand même être contre-productif, alors qu'en fait, ça prend énormément. Donc, voilà. C'est très efficace pour les réseaux sociaux et les formats courts. Autant tu peux laisser 10 minutes d'échange, autant tu peux extraire 3 phrases qui sont jetées au visage de l'autre. C'était très bien ficelé pour l'ère dans lequel on est, l'ère technique dans lequel on est, l'ère du format court. Bon, parlons du concret, peut-être. Oui, alors, sur le contenu,
bon, j'ai entendu des choses un petit peu contradictoires. J'ai vaguement quand même entendu un truc du genre, «We need to get rid of lesbian and homosexuals, Oui, we've got» alors je encore un peu précise, comme ça. oui, mais je précise, en fait, il citait quelqu'un. D'accord, d'accord. Et il Alors a dit qu'il justement, c'est souvent le problème de ça, c'est que c'est souvent citait et il disait que c'était un scandale parce qu'on tue personne. Donc, d'accord. Le fait de citer, c'est vraiment très, très dangereux, hein, sur internet puisqu'on coupe et on fait croire, que les paroles viennent de la personne. oui, Alors c'est vrai, j'étais étonnée parce que je l'ai entendu aussi face à un républicain, gay, c'est-à-dire c'est un garçon qui se disait gay mais républicain et est-ce que, il lui demandait s'il avait le droit, d'être républicain, quelque chose comme ça. Bon, il a été parfaitement respectueux avec ce garçon. Même s'il lui a dit: J'apprécie pas votre façon de vivre, mais vous avez parfaitement le droit d'exister, d'être républicain». Bon, merci quand même. Voilà. Donc en effet, moi, j'ai pas entendu de propos, et il est traité en effet de conspirationniste d'extrême droite à tout, oui. tout C'était ce qui était intelligent dans la démarche du garçon, c'est qu'il était relativement irréprochable. Il y a sûrement sur les milliers d'heures, les dizaines de milliers d'heures, il a dû glisser à un moment, c'est possible. J'en ai écouté quand même peut-être une centaine ou 200 heures, j'ai jamais entendu quelque chose d'outrancier, à moins qu'on considère de fait que c'est son idéologie et tout soit malsaine. Dans ce Mmh. cas-là, on ne sera pas satisfait, quelle que soit la démarche. Mmh. Moi, Voilà. je crois qu'on peut discuter avec tout le monde, mais bon, je me Mmh. trompe. Alors on va discuter aussi de l'assassinat lui-même et des conséquences pour l'administration Trump. Moi, je vais juste ajouter, c'est vrai, le couple qu'il formait avec sa femme, maintenant ça on entend beaucoup sa femme, elle a été très présente, assez rapidement après sa mort. Voilà, c'est vrai que c'est un couple très, très américain, américain, Nouvelle Amérique, c'est-à-dire, oui, c'est voilà, la vie privée est très, très médiatisée, les enfants, la femme est très blonde, très manucurée. C'est très, très doré, très glittering, très show off, voilà. Bon, c'est, voilà, et de toute façon, ça existe et c'est comme ça et il a le droit d'exister et tout à fait, cette droite a le droit d'exister. C'est vrai que c'est très, très différent, pour nous Français, ça paraît un petit peu vulgaire, un peu too much. Voilà, enfin, c'est ce qu'ils sont, il y a rien de plus à dire. Après, on peut passer à l'assassinat lui-même si tu le souhaites. Non, on va pas parler de l'assassinat parce que pour l'instant, l'affaire est en cours, on entend tout et n'importe quoi. Enfin, il y a quand Même même, les déclarations même de Patel sont pas très claires. Il y a des évidences que ça a été planifié de longue date. On parle de plusieurs personnes qui seraient impliquées alors qu'il n'y a qu'un seul arrêt. Pour l'aspect juridique pur, je propose d'attendre un peu parce que c'est encore le bordel. oui, Par enfin, il y a contre, quand même quelqu'un qui est arrêté, qui est inculpé là depuis tout à l'heure. tout à fait. Donc, Mais bon, on n'en sait pas plus. voilà. Mais bon, c'est un jeune, a priori, Activiste de trans, gauche. activiste, lui-même trans. Donc, après le trans shooter, ça fait peut-être, Le ça commence deuxième un peu trans-shooter, dangereux. je passe peut-être le mot. Voilà. Mais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez, étranges. Il y a eu un premier homme qui a été pris immédiatement, qui a fait perdre pas mal de temps. Un homme âgé, voilà et là, il faut, en tout cas voir exactement ce qui s'est passé et si éventuellement il y a eu un deuxième tueur comme à un moment a été là récemment On été n'en le sait rien. Apparemment, la personne est proche des antifas, c'est un type vraiment ancré à gauche. alors c'est vrai qu'on me corrige, il est pas forcément trans, mais il était en couple avec un trans. Mais lui, enfin c'est pas très important, mais en tout cas c'était un militant dit d'extrême gauche, et voilà. Nettement plus concret et plus factuel et plus fondamental, on a Trump et Vance qui déclarent quand même commencer une chasse à l'extrême gauche. Est-ce qu'on est de retour au macartisme? En tout cas, on a l'énoncé, selon Politico, de vouloir utiliser le RICO. Le RICO est une arme judiciaire extrêmement brutale qui, si on arrive à qualifier quelqu'un d'organisation terroriste, on peut faire après tout ce qu'on veut. Moi, ça me pose question parce que tous les mouvements persécutés, ça renforce leur idéologie, puisqu'on obtient, il y a un sentiment d'injustice de la Et la population, victimisation, donc c'est une pas la victimisation. peine en effet de Néanmoins, ça peut dissuader certaines personnes et surtout, ça peut aussi vider certaines institutions. On sait que Trump essaye agressivement d'attaquer les universités qui sont remplies de gens d'extrême gauche. Est-ce que c'est le levier qui va lui permettre de nettoyer les institutions? Peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, voilà, c'est un jeu à double tranchant parce que tu moi peux je pense que ce générer de serait la sympathie et tu peux en même temps
vider l'institution, sachant quand même qu'un pouvoir qui veut se maintenir installe ses hommes un peu partout. Oui, mais ce serait sans doute peut-être plus malin qu'il laisse le truc mourir de lui-même, qui est déjà un petit peu moribond par ses outrances, et que de le faire revivre en le victimisant. C'est-à-dire que ça va créer de la victime, ça va créer comment dire, des outrances aussi dans la victimisation et dans le oh, je trouve pas le mot, mais c'est pas grave. Donc je suis pas sûre que ce soit, enfin c'est Trump, c'est la méthode Trump, c'est la truelle, quoi. Et mais Vance a l'air de bien suivre ça. Il parle de terrorisme intérieur de gauche. Alors, quand il y a des meurtres, on peut effectivement penser que c'est un terrorisme. Et donc la répression irait principalement contre la fameuse Open Society de Soros et la Ford Foundation. On a une volonté quand même assez nette de commencer à vraiment ronger les réseaux et les gens qui ont des places dans les institutions. C'est le cycle de l'histoire, hein, malheureusement, quand un mouvement veut se pérenniser. Bon, on a quand même quelque chose d'un peu plus massif. On peut s'en réjouir, je ne sais pas très bien ce que ça va faire. En tout cas, si les Européens espèrent encore attendre l'élection des démocrates, je ne suis pas du tout certain que ce soit une stratégie viable. J'ai bien peur que si ça fonctionne, les républicains sont là pour 20 à 40 ans. Tu veux parler des midterms, là, précisément? Non, pas des mi-temps, non, vraiment 20 à 40 ans. Je crois que si tu arrives vraiment à purger l'université, purger les administrations des forces démocrates, ce qui semblerait peut-être l'enjeu, là tu changes de paysage. Parce que aujourd'hui, en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, les administrations sont principalement de gauche. On se souviendra qu'à Washington, il y a un vote à plus de 80% pour la gauche. Si tu purges ces administrations et tu mets des gens de droite, si les démocrates reviennent au pouvoir, le jeu va s'inverser et c'est les administrations qui vont bloquer. Pas comme les républicains sont bloqués par l'administration de gauche aujourd'hui. Ce serait vraiment une installation de la droite en profondeur pour de longues années, pour des décennies. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est des méthodes quand même. Ils sont déjà traités de fascistes matin, midi, soir. Ouais, ça va pas améliorer le truc. Je pense pas que ça va vraiment améliorer cette Alors, ça peut aller exactement. Alors, ça peut en effet ça, mais aussi, à partir du moment où il y a une radicalité, instaurer un nouveau zeitgeist et tout le monde se tait, pour le coup, ils font peur, ce qui n'était pas le cas avant. La peur, ça ne marche jamais. Mais c'est pas non plus ce qui est souhaitable. Ça ne marche jamais, ça ne marche jamais. Je n'y crois pas personnellement. Bon, en tout cas, on verra, mais on remarque que l'affaire Kirk prend un tournant effectif sur la modification du réel. On est sur si ça prend vraiment forme, on va voir des purges qui seront dignes de Staline, à mon avis. Ça va être un peu comique. Oui, alors, on passe au sujet suivant. Tu voulais parler du Venezuela. Absolument. On a le Courrier international qui nous rapporte un rapprochement et des déclarations de Poutine en faveur de Maduro, avec Washington qui s'alarme d'échanges de technologies militaires. Si on pousse au bout, là, pour être un peu excessif, pour illustrer, imaginez de l'hypersonique au Venezuela et faire une petite forteresse à cet endroit-là. Ça fera passer la baie des cochons, certes, pour un échec, mais aussi pour une petite broutille. On voit qu'on a quand même un affaiblissement très net de l'Empire américain. Et si les Russes et les Chinois commencent à pouvoir s'installer, d'ailleurs, fait important, les Chinois maintenant, c'est 28% des achats de l'Amérique du Sud contre 16% de produits américains. On a donc un empire chinois, ou en tout cas un pays chinois, ça se discutera, qui a repris économiquement la domination sur l'Amérique du Sud. C'est un shift de paradigme extrêmement fort quand on sait l'importance dans la politique américaine du bâton de Monroe. On a vraiment une situation intéressante. Là, Trump a coulé un bateau récemment. On voit qu'il y a du mouvement autour du Venezuela qui semble un peu être le ventre mou, mais qui surtout est une des plus grosses réserves de pétrole au monde. Je ne suis pas sûr que ce soit jouable. L'alliance Chine-Russie sur le territoire avec un couplage transfert militaire et économie. Par contre, il faut comprendre les conséquences de cela. Si ça arrive, les États-Unis perdent une ressource gigantesque. Cette mainmise sur l'Amérique du Sud,
ils vont avoir du mal à s'en défaire. Et à mon avis, c'est vraiment un coup très dur à l'Empire américain. Ce qui, à mon avis, renforcera la grippe et les ponctions de l'Empire sur l'Europe. Après, ça dépend peut-être quand même encore des pays. Le Venezuela, historiquement, toujours été un petit peu rétif à l'influence américaine. Oui, mais bon, il y a des limites à tout. Contrairement à l'Argentine, au Chili, qui sont toujours... Pour paraphraser une phrase connue, le Venezuela, c'est une pompe à essence. Donc bon. Bon, en tout cas, voilà, très intéressant. Pour l'instant, ça ne prend pas de forme. On va voir. Pour l'instant, c'est des documents signés entre Maduro et Poutine. Si ça commence à vraiment prendre forme, on peut vraiment s'inquiéter pour l'Empire américain, honnêtement. Je trouve. Alors, il y a un deal militaire, il y a quelque chose autour du... Transfert de technologie, deal économique et militaire. Ouais, le transfert de certaines armes, je ne sais pas très bien lesquelles parce que je n'y connais rien, mais en tout cas, on parle de les Tu-160, les Tupolev. C'est des vieilles armes soviétiques, ça, non? Je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà, c'est une information assez importante. On Et pourrait faire une chronique sur l'effondrement américain. La classe moyenne russe, la classe moyenne russe aussi part pas mal en vacances au Venezuela, où elle trouve un accueil pas anti-russe et des prix sans doute qui lui conviennent. En tout cas, c'est une destination très prisée de la petite classe moyenne russe. Bon, très bien. En tout cas, voilà, on voit un mouvement du monde. C'est évidemment toujours, c'est un peu ce qui est frustrant dans ces émissions, c'est que pour l'instant, tout ça est en germe. Et bon, voilà, on a une confirmation de notre régie. Les gars, vous pouvez, il passe pas à l'écran, rassurez-moi. Très bien, excusez-moi. On a des bombardiers longue portée supersoniques. Donc on a quand même. C'est le domaine sur lequel les Américains ont un avantage pour le moment. On peut clore ce volet international qui, comme je le disais, laisse beaucoup de choses en germe. On verra si ça se concrétise. L'Empire américain a encore de quoi faire plusieurs carrés d'as dans ses manches. On va passer sur le continent européen et sur les mouvements populaires. On a donc, à la suite des manifestations, ce samedi, excusez-moi, ce jeudi, l'arrivée de Trump à Westminster pour une tournée prévue depuis février. On va voir si Trump appuie les manifestations ou s'il va essayer d'avoir un impact quelconque. Je ne sais pas si l'appui aux manifestations peut aider la population. Qu'en penses-tu, Flavie? L'appui aux manifestations, tu parles de ce qui s'est passé samedi? Le 13. On a quand même une déclaration. On revient sur ce chiffre. Oui. Moi, j'ai lu plusieurs fois que la police admet qu'il y a eu plus de 2 millions de personnes. Ouais. Alors, il y a un appui clair. Après, la réunion avec Starmer, elle était prévue, j'imagine, depuis longtemps. Il s'agit de discuter de 5 principaux sujets, selon The Guardian. C'est les fameux tarifs douaniers, puisque le UK, le United Kingdom n'a que 10% contre 15% pour l'UE. Mais je pense qu'il y a aussi un accord à négocier sur l'acier, un accord, je crois, à 0% pour le coup. Ils vont parler aussi nucléaire, technologie, IA. Et voilà, donc ça c'est pour l'aspect économique. Sinon, Ukraine-Gaza, bien sûr. Alors sur l'Ukraine, moi je trouve qu'il est fait un peu tourner en bourrique. Puisqu'un coup, Trump dit c'est la faute, c'est à l'agresseur russe. Il a mentionné le nom d'agresseur pour la Russie, ce qui a beaucoup satisfait le camp européen. Et puis un coup, il dit que Biden et Zelensky n'ont rien fait pour la paix. Donc ça tourne un peu en rond. Il faut savoir que l'Angleterre est très très pro-guerre. Ça fait partie des pays européens, le pays européen, peut-être avec la Pologne, quoique, en tout cas le plus pro-guerre. Peut-être encore plus pro-guerre aujourd'hui que la Pologne, même si la Pologne déclare aujourd'hui qu'elle est attaquée sur ses frontières avec des drones. Sur Gaza, il y a la question de la reconnaissance de l'État palestinien aux Nations Unies, qui est quand même relativement hypocrite, parce que tout le monde sait que ça n'aura jamais lieu. Trump ne veut surtout pas, parce que ce serait reconnaître officiellement le Hamas. Et pour le coup, Londres veut tout neutraliser, donc il ne se passera rien.
Sur l'immigration, alors ça, c'est la grande peur, j'imagine, de Starmer, c'est que voilà, Trump parle de la question migratoire et de ce qui s'est passé samedi dernier, parce qu'évidemment, ils aimeraient ne jamais en parler. Bon, on verra ce que ça donne. Et il y a aussi un sujet dont il n'aimerait ne pas parler, c'est l'affaire Epstein. Alors là, c'est plutôt Trump qui souhaiterait, j'imagine, ne pas en parler, suite aussi au renvoi de l'ambassadeur américain Peter Mandelson pour ses liens supposés avec Epstein à l'époque. Voilà ce qui est à peu près prévu. Alors là-dessus, c'est très mal blanc, hein, parce que Melania, son programme, c'est d'aller voir la maison de poupée de la Queen Mary à Windsor. Donc, ouais, je trouvais ça assez marrant. Ça faisait vraiment programme d'ancienne première dame. Bon, ça, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. On va attendre la semaine prochaine. On en parlera de ce qui s'est passé effectivement sur le terrain. On passe à l'Allemagne qui voit une progression extrêmement forte de l'AfD dans des régions qui sont plutôt historiquement tenues par les sociaux-démocrates. D'ailleurs, les sociaux-démocrates feront le score attendu dans ces régions. On parle bien donc, attendez... C'est la Rhénanie-Westphalie, c'est l'Allemagne de l'Ouest, qui est une région historiquement plutôt tranquillement conservatrice. Oui, et donc on a le score de la CDU reste en première place avec 33%, le SPD à 22%, et on a une explosion de l'AfD qui passe proche des 15%. Ouais. Donc on a une Allemagne qui tombe dans les griffes de la haine. C'est pas encore, mais c'est vrai que oui, beaucoup de haine. Beaucoup. Il faut savoir que déjà, il y avait déjà une percée de l'extrême droite en février de 25 lors des élections. Attendez, c'est les élections. Parce que là, ce sont des élections locales en ce moment. C'était des élections. C'était, comment on les appelle, celles qui ont eu lieu en février? Je suis désolée. Régionales, c'est dans les Länder. D'accord, ouais, des Länder, ok. Et Länder, justement, là où l'AfD monte beaucoup, c'est en Thuringe, Länder de l'Est. 33% aux élections locales en septembre 2024. Oui, non, mais c'est un acquis quand même pour l'AfD qui n'était pas du tout voué qui n'était pas du tout voué. C'est des régions qui sont quasi imprenables. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Je pense que l'establishment doit... D'ailleurs, c'est étonnant, il y a quand même eu 7 morts, parfaitement naturelles selon la presse. Il semblerait que ça n'ait pas trop impacté les élections dans cette région relativement stable. Bon, passons à la France. Nous avons donc, et on en parle encore à la télé, après un relatif échec du Bougeons-nous du 10 septembre, on nous... Bloquons tout, pardon. Une grève qui est censée attendre, qui est déclarée comme aussi le 18 septembre, que devant générer au moins 400 000 personnes. Il y a des émissions sur le sujet à l'heure actuelle. Le 18 septembre, bon, de nouveau, on ne va pas faire de spéculation excessive. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Déjà, on ne sait pas trop ce qui va se passer parce que visiblement, là, ça va être surtout RATP. Là, il y a peut-être 80% ou plus d'arrêts. La SNCF, visiblement, les trains, bon, alors ça peut changer tout le temps, les trains vont à peu près fonctionner. Quelles sont les revendications? Moi, j'ai eu du mal à trouver. On parle de démantèlement de la RATP par l'IDFM, c'est-à-dire l'IDFM, c'est France Mobilité Île-de-France. Mais de quoi s'agit-il exactement? Alors, de salaires qui restent bas, ça, ce sont leurs plaintes, mais voilà, c'est toujours un peu, on est habitué aux grèves de la RATP, donc finalement, je ne pense pas que cette grève va avoir quel impact. Si ce n'est pas plus concret en termes de revendications, de savoir ce qu'ils perdent, savoir qu'est-ce qu'on entend encore par démantèlement. Il y a aussi les médecins, on parle aussi d'éventuellement d'arrêt des médecins, des pharmacies qui se plaignent de la baisse des prix des médicaments. Ouais, enfin, le client ne s'en plaint pas, j'imagine. Donc voilà, tout ça est assez d'une banalité assez terrible. Rien de plus à dire. Enfin, pour moi, il faut rappeler que contrairement au Japon où les manifestations se font par un octroi de services gratuits à la clientèle, la capacité de nuisance de la RATP est gigantesque. En tout cas, ils se mettent la population à dos comme d'habitude. Disons que cette habitude de faire grève les premiers jours de vacances et a de quoi irriter le Voilà, ce n'est pas les vacances, en l'occurrence. C'est peut-être les tiennes, mais ce n'est pas les vacances. Non. Je veux dire, de manière générale,
embêter le consommateur, le citoyen n'est peut-être pas la meilleure des façons de faire. Et j'ai l'impression que la RATP va finir quand même par avoir tous ces statuts spéciaux liquidés. Bon, on verra ce que ça donne. Peut-être que la France va encore briller à l'étranger et passer pour un pays de réforme sociale. J'en doute, mais on verra. Et la dernière info importante s'agissant de la France, on a le référendum fait par M. Philippe de Villiers contre l'immigration qui atteint 1,4 million de signatures ce matin. Ouais. 1 435 000, là, je vais avoir. Donc on voit la thématique migratoire qui secoue l'Europe de façon. Alors, je crois qu'ils ont eu une cyberattaque. Hein. On a essayé quand même que tout ça ne fonctionne pas. À un moment, les gens n'arrivaient pas à signer en ligne. Bon, visiblement, ça a été un petit peu. Voilà. Après, qu'est-ce que ça peut donner, hein, à partir de quand on peut exiger un référendum auprès du gouvernement? C'est un peu la. La Cinquième République est suffisamment abîmée. Le référendum fait peur aux politiques. Je ne sais pas. En tout cas, on voit quand même encore un peuple français relativement pacifiste, voire attentiste, qui croit encore d'une certaine façon aux institutions démocratiques. Et ils ont raison, je ne sais pas. On verra ce que ça donne. On voit néanmoins que tout ça semble bouger très fort en Europe. J'ai quand même l'impression, sans vouloir être alarmiste, qu'on est quand même un peu dans les années 30. Hein, parce que je reste convaincu que la crise économique est devant nous et pas derrière nous. Alors, en tout cas, les référendums sont organisés à l'initiative de ce qu'on appelle les autorités politiques. Alors, comment exactement? Parce que si c'est le cas, ça n'a pas beaucoup d'avenir, ce référendum. Il y a un droit de pétition, donc c'est ce qui est en train de se passer, décisionnel, mais c'est un référendum décisionnel local. Les informations sont assez floues, parce que là, on parle de initiative partagée. C'est à l'initiative du président. Donc ça risque pas d'arriver. À moins que ça intéresse Macron de passer à la télé pour autre chose que Jean-Michel, ce qui n'est pas certain. Donc, déjà qu'il a des procès outre-Atlantique. Ok. De toute façon, c'est un peu le problème de nos émissions. On sort les infos, on n'est pas Madame Irma et on laisse chacun méditer, réfléchir, mâcher et en faire son miel. C'est sur proposition du gouvernement. Donc ça voudrait dire à un moment que les États européens se disent que la question migratoire, il faut que même les gouvernements qui n'étaient pas du tout censés s'en saisir puisqu'ils étaient pro-migration, est-ce qu'à un moment vont se dire on va pas survivre à ça, donc si on veut survivre, il va falloir qu'on lâche un petit peu là-dessus. Voilà, je crois que c'est peu probable, mais ça pourrait éventuellement arriver. Bon. En tout cas, on va voir évoluer la situation. On vous partagera les données. Si vous voulez en discuter de vive voix, venez sur notre Discord. Si vous voulez lire nos informations, nous avons encore une émission, Flavie. David, oui, nous allons parler à l'émission suivante du dernier sujet qui est la mort de Robert Redford. Je sais que pour les générations aujourd'hui, je connais même des jeunes qui ne le connaissent pas, mais on dira quelques mots sur lui. Je te propose de faire la revue d'un film la semaine prochaine, l'un de ces films. Donc voilà. À tous les esprits libres, nous vous souhaitons une bonne soirée. Continuez de réfléchir, de penser par vous-même. Ne croyez rien de ce qu'on vous dit. Cherchez les informations. Ma chère Flavie, je te souhaite une excellente soirée. À tout de suite. Dans la dissociété des 10 souris contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.